J'ai de très très bons souvenirs quand j'étais enfant de la dictée. Quand même, oui, mais il ne faut pas la considérer comme une dictée sanction, c'est un exercice, ça fait partie de l'apprentissage. Donc il y a un travail de pédagogie aussi. Donc il y a un travail de pédagogie, moi je prenais plaisir, y compris en famille, je demandais le week-end à ma grand-mère ou à ma mère de me faire des dictées parce que je trouvais plaisir effectivement à ces temps-là. Bonsoir, mon invité aujourd'hui est né en 1967 dans le Gard. Après de longues études et un doctorat en géographie, il devient maître de conférences dans son université à Lille. Il rejoint ensuite celle de Paris Diderot pendant 10 ans avant de s'envoler vers la Guyane et devenir le tout premier président de l'université de Guyane. Enfin, après un passage comme recteur de l'Académie de Nice, il devient depuis l'été dernier le nouveau recteur de la région académique Grand Est. Richard Lagagné, bonsoir. Bonsoir. Tous mes meilleurs vœux. Et ben voilà, cette nouvelle année. On est raccord, meilleurs vœux pour 2023. Alors on a une grosse vingtaine de minutes ensemble pour faire un tour d'horizon autour de votre personnalité, de votre parcours. Mais une fois n'est pas coutume, on va commencer avec l'actualité. Et l'actualité en ce début de mois de janvier, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est cette réforme à venir du collège, la grande priorité du ministère de l'Éducation nationale. 2 mesures principales ont été dévoilées en commençant par 1 heure par semaine de renforcement en français et en maths en 6e. Alors pour rappel, juste à l'entrée du collège, 27% des élèves n'ont pas le niveau attendu en français et en maths, près d'un tiers en mathématiques. Donc première question, Richard Lagagné, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, 1 heure par semaine? Est-ce vraiment suffisant pour rattraper le retard qu'on peut avoir dans ces 2 matières? Alors c'est une mesure importante qui s'inscrit dans le prolongement de ce que nous avons engagé sur l'acquisition des savoirs fondamentaux dès le premier degré. D'ailleurs, nous allons renforcer également dans le premier degré et en maternelle tout particulièrement un certain nombre d'actions et de formations continues de nos personnels de manière à effectivement, en sortie du premier degré, être au niveau pour pouvoir s'engager plus sereinement dans le collège. Le constat qu'on fait effectivement, c'est encore des fragilités en 6e, donc il était nécessaire de faire porter l'effort en 6e, d'où l'enjeu de l'heure supplémentaire en français ou en mathématiques, avec l'appui également des professeurs des écoles dans ce cadre-là, de manière à ce que nos élèves puissent poursuivre leur scolarité avec des acquis sur les savoirs fondamentaux qui sont des acquis essentiels pour bien réussir sa scolarité et ses études. Alors on ne va pas faire que ça dans le cadre du collège. Il y a des enjeux également sur la découverte des métiers à partir de la 5e. Alors l'enjeu, ce n'est pas d'orienter, l'enjeu, c'est de sensibiliser nos jeunes élèves à la découverte de mondes socio-professionnels avant, un petit peu plus tard, d'aller vers des logiques d'orientation. Et c'est extrêmement important, effectivement, de mettre l'accent là-dessus, parce que le constat qu'on fait, c'est qu'en 3e, malheureusement, en moyenne, les élèves connaissent une dizaine de métiers. Une dizaine de métiers, c'est très peu, et c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'un certain nombre d'élèves connaissent très très peu de métiers et de mondes socio-professionnels. Et donc il faut effectivement ouvrir les possibles et dire à nos élèves que s'ils réussissent leur scolarité, ils ont une capacité à s'épanouir dans une belle diversité de métiers. Et donc ça, il faut travailler le plus tôt possible sur la découverte des métiers. Donc ça fait partie des sujets en collège sur lesquels nous allons travailler. L'apprentissage de l'anglais également, où on se rend compte qu'en 3e, il y a encore un certain nombre de fragilités, et donc ça suppose effectivement de consolider le plus tôt possible, et y compris dans le premier degré, l'apprentissage de langues étrangères, l'anglais tout particulièrement, et puis forcément dans une région comme la nôtre, dans une académie comme la nôtre, l'apprentissage de l'allemand est également un sujet majeur, et on y travaille avec les collectivités locales. C'est un sujet d'importance dans le cadre d'une région transfrontalière ou frontalière comme la nôtre. Alors on a un peu bifurqué du sujet, on revient sur le français. Alors le ministère de l'Éducation nationale veut renforcer la dictée dans l'élémentaire. C'est la bonne solution pour vous pour rehausser le niveau, la dictée? C'est une solution qui est effectivement importante, et les recommandations de notre ministre vont dans le bon sens. Elles s'inscrivent là aussi dans une histoire. Tous les ministres de l'Éducation nationale ont rappelé les uns après les autres l'importance de la dictée. Moi j'ai de très très bons souvenirs quand
j'étais enfant, Elle peut faire peur, de la la dictée quand même un petit oui, peu. mais il ne faut pas la considérer comme une dictée sanction, c'est un exercice, ça fait partie de l'apprentissage. Donc il y a un travail de pédagogie aussi. Donc il y a un travail de pédagogie, moi je prenais plaisir, y compris en famille, je demandais le week-end à ma grand-mère ou à ma mère de me faire des dictées parce que je trouvais plaisir effectivement à ces temps-là et il faut prendre plaisir forcément lorsqu'on apprend, c'est quelque chose d'important. Pour basculer sur les mathématiques maintenant, alors il y a cette heure supplémentaire, mais comment d'une manière générale réconcilier les élèves avec cette matière ? Prendre plaisir et donner du sens aussi aux apprentissages. C'est important de relier. Non, mais c'est important de relier et de donner du sens à la pratique des mathématiques. On le fait forcément dans le premier degré. Il faut poursuivre ce travail de sens. Au collège, aller tout de suite vers l'abstraction pour certains élèves, ça peut rebuter et ça peut engendrer des difficultés supplémentaires. Donc c'est extrêmement important de relier l'apprentissage des fondamentaux en mathématiques et l'usage que l'on peut en avoir au quotidien. Ça, c'est un travail essentiel qui doit se faire dans le premier degré et en collège, avant de monter vers des formes d'abstraction importantes à partir du lycée tout particulièrement. Alors on parle maintenant de la généralisation du dispositif devoir fait. Il s'agit là encore d'heures supplémentaires passées au collège pour y faire ses devoirs plutôt que chez soi. Alors l'objectif, favoriser l'égalité des chances, un sujet qui vous tient à cœur. Alors mis à part cette mesure, qu'est-ce que vous feriez pour justement tendre vers cette égalité des chances si importante dans l'éducation ? Alors on fait déjà beaucoup et dans l'académie, tout particulièrement le dispositif devoir fait est très mobilisé. Et je remercie vraiment nos personnels, nos chefs d'établissement qui se mobilisent autour de nos élèves, auprès de nos élèves pour les accompagner dans le cadre de devoirs faits. Il faut encore aller plus loin. Les dispositifs de remédiation, devoir fait en est un, mais il y en a d'autres. Mais dans le cadre de devoir fait, on voit qu'il y a ici ou là, je pense en particulier aux territoires ruraux, des difficultés, y compris matérielles, tout bêtement, d'organiser devoir fait parce qu'il faut prendre le car scolaire en toute fin d'après-midi et donc les temps dédiés aux devoirs sur place ne peuvent se faire en fin d'après-midi. On peut le faire à distance. Moi, je l'ai vu de façon très pratique à travers un dispositif e-devoir fait, donc du devoir fait en distanciel, permettant d'accompagner, c'est de l'aide aux devoirs, de l'accompagner les élèves pour gagner en autonomie, parce que c'est l'enjeu de devoir fait, de gagner en autonomie dans le travail qu'il y a à faire à la maison. Et donc ça fait partie effectivement des démarches de remédiation essentielles. Mais l'innovation, nous attendons aussi de la part de nos professeurs eux-mêmes de proposer des méthodologies de remédiation complémentaires à ce que l'on peut proposer de façon très, très verticale et descendante comme devoir fait. Et dans le cadre du dispositif Notre école faisons-le ensemble, où il y a des moyens d'accompagnement pour pouvoir agir et innover sur le plan pédagogique, bien sûr ces questions de remédiation, peut-être allons-nous voir émerger des demandes de la part des communautés éducatives en proximité pour pouvoir mieux accompagner et lutter effectivement contre un certain nombre d'inégalités sociales. Justement, dernière question, en dehors des établissements scolaires, c'est vrai que le système éducatif n'a finalement très peu de pouvoir. Est-ce que cette égalité des chances, elle est vraiment accessible ou c'est pas une utopie ? On voit de très 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 belles réussites en cité éducative, dans les zones d'éducation prioritaire, dans des territoires éducatifs ruraux. Il se trouve que l'Académie a lancé un certain nombre d'expérimentations, y compris en partenariat avec le monde associatif, avec les collectivités locales, permettant d'accompagner des jeunes, et en particulier dans les territoires où il y a des fragilités. Alors les fragilités, elles peuvent être de plusieurs ordres. Parfois, c'est sur l'acquisition des fondamentaux. Parfois, c'est du manque d'ambition scolaire, avec des difficultés à la mobilité des élèves. On a, je pense en particulier aux territoires ruraux, des élèves qui réussissent bien leur scolarité. Sauf qu'à un moment, pour poursuivre, il faut faire une mobilité, parce qu'il faut faire un BTS ailleurs, parce qu'il faut aller dans une université qui est loin du lieu de résidence des parents. Et on se rend compte que
on a un arrêt brutal alors que ce sont des élèves qui potentiellement peuvent réussir. Donc ça veut dire qu'il faut être en capacité à accompagner nos élèves à la mobilité de manière à pouvoir bien réussir leurs études et bien réussir tout simplement leur vie. On fait un petit break dans cette interview. Richard Lagani, on va parler un peu de vous. C'est la pause café. Première question, votre café plutôt court ou long? Ah, il est plutôt court, mais il y en a plusieurs dans la journée. Il y en a plusieurs dans la journée. Votre plaisir coupable? Oh, ils sont multiples. Ça va du millefeuille au chocolat. On reste dans la nourriture. Ah oui, je suis assez gourmand. Le meilleur moment de votre journée? J'aime bien les soirées. Je suis pas un couche-tôt et c'est des moments où on peut prendre aussi du temps pour soi, pour la lecture, pour peindre. Il se trouve que je peins. Donc, d'accord. C'est des moments où... Ça fait partie de vos loisirs, la peinture. Oui, tout à fait. C'est des moments où on peut se relâcher aussi un tout petit peu. Votre plus grande qualité, votre plus grand défaut? C'est le même en fait, je crois. Je suis passionné, donc la passion peut être une vraie force d'entraînement et une énergie pour porter et développer des projets. Ça peut faire peur aussi parfois et freiner. Forcément, lorsqu'on entraîne des projets, on entraîne des collectifs. Donc c'est important d'être passionné, d'avoir de l'engouement pour cela, mais effectivement ça peut être aussi un frein. La valeur indispensable pour être un bon enseignant, maître de conférence? L'écoute, l'attention, parce qu'on accompagne des élèves, on accompagne des étudiants, les attentes ou la compréhension qu'ils peuvent avoir de ce que l'on peut dire peut être extrêmement différenciée et donc qu'il faut être toujours en situation d'écoute de manière à pouvoir justement proposer un accompagnement différencié. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? L'injustice, les injustices. Dans une autre vie, le métier que vous auriez aimé faire? Très bonne question, j'en sais rien. Bon, Joker. Je suis tellement bien dans ce que j'ai fait que bon, voilà, j'ai pas de regrets en tout cas sur peut-être architecte. Voilà, bon. On revient maintenant, Richard Lagani, quelques minutes sur votre parcours. Alors vous étiez quel type d'élève, vous, à l'époque, assis derrière ou assis devant? J'étais un bon élève. Un ni bon plus élève. ni moins. Alors quand j'étais tout petit, j'étais dans une classe unique. Donc une seule classe du CP au CM2. Oui, c'était aussi mon cas, donc oui. c'est un peu singulier, c'est particulier, mais alors comme j'étais un élève curieux, forcément lorsqu'on est en CP, on écoute toujours un petit peu ce qui se fait dans les classes supérieures, du coup, ou dans les groupes, parce qu'on était dans les tables à côté. Dans les tables d'à côté, en réalité. Et moi, j'ai trouvé cette expérience extrêmement enrichissante. Ça demande beaucoup de doigté pour un professeur de pouvoir effectivement gérer une situation de classe unique de ce type-là. J'étais un bon élève, sérieux, concentré. C'était quoi votre matière préférée au collège-lycée? Je suis devenu géographe, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, mais la géographie très, très clairement. Ouais. Mais ça vous est venu comment alors, la géographie? Alors, je viens d'un territoire rural, d'une famille de paysans, une famille d'agriculteurs. Et la compréhension, quand on est dans un monde rural, la compréhension de ce qui nous environne est quelque chose d'important. Et dans l'agriculture, un agriculteur est quelqu'un qui connaît très très bien les écosystèmes, les milieux sur lesquels il travaille et avec lesquels il travaille. Et donc forcément ça m'a inspiré déjà tout petit. Il se trouve que j'avais un oncle par ailleurs qui avait fait des études de géographie, qui a eu l'agrégation et qui a travaillé d'ailleurs ici dans la région puisqu'il était professeur à Strasbourg, enfin du côté de Strasbourg. Et très jeune, j'avais accès à son immense bibliothèque. Donc pour moi, c'était un petit monde, une chance inouïe. Et cette bibliothèque, forcément, très jeune, j'ai pris des livres. Et très jeune, elle m'a invité au voyage, à la découverte, à l'altérité, à la découverte de l'ailleurs. Et ça a forcément nourri mon appétence pour devenir géographe.
Alors une question un peu plus pointue. Alors, vous avez participé à l'écriture, à la publication de nombreux ouvrages autour du développement durable, des territoires, des risques environnementaux. Des sujets qui sont chaque jour un peu plus d'actualité, vous le savez. Alors pour vous, dans les grandes lignes, à quoi ressemble un monde viable ? Alors, c'est avant tout un monde dans lequel la société est en capacité à s'adapter à des réalités et à des contraintes. Et des contraintes, de fait, le changement climatique, je l'évoquais tout à l'heure, nous en impose de fait un certain nombre, et donc il faut être en capacité à comprendre ces changements, ces dynamiques naturelles et influencées par l'homme, et en même temps être en capacité à transformer la société, l'habitabilité finalement de la Terre, à des réalités sous contrainte. Donc notre monde, de fait, va s'adapter et nos sociétés avec. Ça, c'est une réalité. Il y aura effectivement à affronter dans l'avenir un certain nombre de situations et de crises. Mais tout l'enjeu de notre société et donc de notre système éducatif est de faire en sorte que nos élèves et donc les futurs citoyens apprennent aussi à vivre avec des réalités sous contrainte. Alors on va faire maintenant un petit exercice particulier. Je vais vous demander en 1 minute chrono, pas une seconde de plus, de me peindre le visage de la région académique Grand Est, disons, dans 5 ans. Le visage que vous voulez donner, les ambitions que vous avez en tant que recteur, donc en 1 minute chrono. Est-ce que vous êtes prêt ? Ah oui, je suis prêt. Alors attention, on va lancer le chrono dans 3, 2, 1, c'est à vous. Alors nous avons un projet académique, l'école dans tous ces territoires, qui nous fixe des cibles. Les cibles, elles portent sur une meilleure acquisition des savoirs fondamentaux dans le premier degré et dans le second degré, on l'a évoqué tout à l'heure. Elles portent sur une meilleure capacité à insérer nos jeunes, d'où les enjeux autour des transformations de la voie professionnelle, mais également dans le cadre de tout le travail que nous accompagnons sur l'insertion également au niveau supérieur. C'est une meilleure ambition scolaire pour nos élèves, de manière à les accompagner vers plus de réussite et une meilleure poursuite d'études, de manière à ce que nos élèves réussissent pleinement leur vie, à la fois professionnelle et personnelle. Parfait, dans les temps, il vous reste encore 5 secondes. Bon, alors on se donne rendez-vous dans quelques années pour faire le bilan, bien sûr. Très volontiers. Allez, on passe à la suite, il est temps de vous faire passer sur le grill. Richard Lagagné, vous avez accepté notre invitation et de vous consenter à passer sur le grill. Alors je vous demanderai de faire encore une fois des réponses concises, pas trop longues, nous sommes un peu en retard. Alors première question, comment tenir les mesures dévoilées, l'heure supplémentaire en maths en français, les devoirs faits au collège, alors qu'on annonce des suppressions de postes assez nombreuses à la rentrée 2023. À terme, est-ce qu'on ne risque pas un essoufflement des effectifs ? Alors, on connaît malheureusement une diminution drastique de nos effectifs élèves dans l'académie. Et le constat qu'on fait, c'est qu'en dépit des quelques diminutions d'emplois que nous connaissons dans le premier et dans le second degré, nos taux d'encadrement s'améliorent. Donc on arrivera à atteindre les objectifs qui sont assignés par notre ministère. Autre question, comment attirer dans l'enseignement comment avoir une meilleure répartition des enseignants sur les territoires ? On sait qu'il y a des zones où il est très difficile de recruter. Oui, c'est un vrai sujet que l'on prend à bras le corps. On travaille étroitement sur le sujet de l'attractivité des métiers. On a recruté un certain nombre de contractuels pour faire face aux difficultés de la rentrée, et les difficultés étaient sérieuses. On a poursuivi le recrutement par anticipation de nouveaux contractuels en novembre, que nous formons en ce moment de manière à pouvoir avoir des contractuels mieux formés et bien formés pour la rentrée prochaine. Nous travaillons étroitement avec Pôle emploi dans le cadre de ces recrutements. Nous proposons même pour un certain nombre de contractuels des logements de manière à faciliter la vie également de nos contractuels. Nous leur proposons un appui pour passer les concours de manière à pouvoir être titularisés dans la fonction publique. Enfin voilà, nous nous attachons en tout cas à déployer une stratégie permettant à la fois d'accroître l'attractivité pour le concours, bien sûr, et pour le métier d'enseignant, qui est un métier absolument fabuleux,
parce qu'on accompagne le développement de nos élèves, mais également pour fidéliser un certain nombre de nos personnels contractuels ou titulaires, et les accompagner dans le cadre d'un développement professionnel tout au long de la vie, parce qu'on peut être professeur pendant quelques années, mais on est une grande maison qui permet d'évoluer en termes de métier. Le message est passé. Deuxième question, le président de la République avait promis, entre guillemets, une augmentation des salaires de 10% pour tous les enseignants en janvier 2023. Alors, ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, dans ces grandes lignes, est-ce que l'enseignant est rémunéré à sa juste valeur ? Alors, il y a des efforts à faire, c'est indéniable. Notre budget ministériel à l'échelle nationale aujourd'hui, cette année, augmente de 6,5%. C'est près de 2 milliards d'euros de plus dédiés à l'augmentation salariale, qui se rajoute aux augmentations des années précédentes. On a un budget, c'est le premier budget de l'État, le budget du ministère de l'Éducation nationale, 59 milliards d'euros. Les négociations sont en cours concernant les augmentations salariales. Elles vont aboutir aux alentours de fin février, de manière à pouvoir ensuite prendre les arrêtés nécessaires et les décrets nécessaires pour être mis en application à partir de la rentrée prochaine. On en a terminé, Richard Lagagné. Vous pouvez souffler, on passe désormais à toute autre chose. Je souffle. L'addition. On conclut par une note un peu plus relax, un quiz. Aujourd'hui, Richard Lagagné, je me suis inspiré d'un concept d'Internet. Alors, je vais vous poser une question par niveau, du CP à la terminale. Une bonne réponse et vous accédez au niveau suivant, une mauvaise et vous stagnez. Oh là là. Donc, vous avez compris la mécanique. Pour complexifier un petit peu la chose, et puisque nous n'avons pas non plus beaucoup de temps, vous avez le droit à 3 erreurs en tout, pas plus. Donc, à chaque fois, les questions portent sur des matières différentes. Est-ce que vous êtes prêts encore une fois ? Allez, oui, je suis prêt. C'est parti d'une question de CP. Facile. Quel est le synonyme du mot amusant ? Fatigué, drôle ou malade ? Du mot amusant. Amusant, synonyme. Drôle. Drôle, bonne réponse. On passe au niveau supérieur. On passe en CE1. Combien font 2 x 6 ? 2 x 6, 12. 12. Ça va, je passe au supérieur. CE2. En géographie, quel fleuve passe par Paris ? Ah, la Seine. La Seine. CM1. En histoire, quel personnage historique est sacré en 800 ? J'ai des propositions, est-ce que vous l'avez comme ça ? Charlemagne. Charlemagne, bonne réponse. CM2. En sciences, combien y a-t-il de planètes dans le système solaire ? J'ai des propositions encore une fois. Faites-moi des propositions, parce que 8, 9 ou 10. ça en tête. 8, 9 ou 10. J'allais dire 10, mais c'est possible une erreur là. Oui, il y en a 8. Alors on reste en CM2. Lorsqu'il pose le pied sur le continent américain, Christophe Colomb est persuadé d'être en Inde, vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. On passe en 6e. D'ailleurs, au passage, on parle des Amériques, et c'est un éminent géographe de Saint-Dié-des-Vosges qui a, pour le tout premier, désigné le continent américain Amérique. D'accord. Une fierté pour la région, la région Lorraine. Donc en 6e, en histoire, dans quelle cité habitaient les philosophes grecs Socrate, Platon et Aristote ? À Athènes. À Athènes, très bonne réponse. En 5e, une strophe ayant, donc une question française, une strophe ayant 4 vers s'appelle un quatrain, un quartin ou un fourtin ? Un quatrain. Un quatrain. 4e, pour l'instant tout se passe sans embûche. SVT, combien de paires de chromosomes y a-t-il dans une cellule d'un être humain ? 36, 23 ou 33 ? Oh, bonne question, je ne me souviens plus. Je vais dire 36, mais je risque de raconter des bêtises. 23. Ouais, on reste en 4e, histoire géo. Alors peut-être plus à votre portée. Ah là, c'est plus dans mon champ. Quelles sont les 3 villes globales qui dominent le réseau des métropoles mondiales ? Londres, Tokyo, Paris, Londres, Paris, New York, Londres, Tokyo, New York. En ce moment ? En ce moment. Redites-moi, pardon. Londres, Tokyo, Paris, Londres, Paris, New York ou Londres, Tokyo, New York. Londres, Tokyo, New York. Bonne réponse. 3e, mathématiques. Si l'on parcourt 12 km en 1h30, quelle est notre vitesse en km/h ? 2, 4, 6 ou 8 ? Oh là 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 là. Ça nécessite un peu de calcul. Attendez, redites-moi, 12 km. Alors, 12 km en 1h30, quelle est notre vitesse en km/h ? 12 km en 1h30. Donc en 1 heure, combien on fait de kilomètres ? Si on en fait 12 en 1h30 on en fait 2, 4, 6 ou 8 6. 8. Non, 8. C'était 8. Oui, 8. Oui. Technologie, on reste en 3e. Comment appelle-t-on le premier exemple d'un produit ? Le modèle technique, le modèle 0 ou le prototype ? Un prototype. Un prototype. Félicitations, vous passez au lycée. Seconde. Ça va, j'ai mon DNB. En sciences économiques et sociales, qu'est-ce que la théorie du capital humain ? Donc j'ai des propositions. Ouais, dites. L'idée que dans l'entreprise, l'humain est capital.
Deuxième proposition, une théorie développée par l'économiste Gary Becker. Troisième proposition, l'idée que l'individu constitue pour l'entreprise un capital au même titre qu'une machine. Quatrième proposition, l'idée que l'individu, en accumulant des diplômes, accumule des qualifications et des compétences, ce qui lui permet d'améliorer sa productivité et son salaire. Je vais vous aider, il y a deux bonnes réponses. Ouais, en tout cas, la dernière est juste. Est très juste et j'y adhère totalement. C'est pour ça qu'elle est juste. Oui, alors après, les économistes ont diverses théories. Alors peut-être qu'il y en a une plus orientée sur l'entreprise et l'importance de l'humain dans le développement du monde de l'entreprise. Mais en tout cas, je privilégie la dernière des. Bon, je vous accorde la réponse. L'autre était un peu plus technique. L'autre bonne réponse était une théorie développée par l'économiste Gary Becker. Bon, on passe en première. Quel est le genre majeur au XIXe siècle, donc en France, et la poésie, le roman, les genres d'argumentation ou le théâtre? Pardon Quel est le genre majeur, pardon, je vais un peu vite. Oui. Quel est le genre majeur au XIXe siècle, la poésie, le roman, les genres argumentation ou le théâtre? Ah, très bonne question. Au 19e. Au XIXe siècle. Bon, le théâtre a parcouru, oui, je dirais peut-être le théâtre. Mais... C'était le roman. Ouais. Allez, terminal pour terminer. En géo alors. En géo, allez. Comment appelle-t-on la transformation d'un espace maritime en un espace approprié et organisé par une société humaine? L'anthropisation, l'organisation, la territorialisation ou l'aménagement? L'anthropisation d'un milieu, je dirais l'anthropisation, mais d'un littoral en fait, hein, c'est bien ça. D'un espace maritime. Oui, on parle aussi de littoralisation. Effectivement, c'est une réponse que je n'ai pas. Moi, j'ai la territorialisation, donc peut-être que je me suis trompé. L'anthropisation, c'est le fait tout simplement d'occuper des espaces et des milieux par l'homme. Hein. La littoralisation, c'est ciblé sur les espaces littoraux. La territorialisation, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que c'est pas seulement le fait d'occuper l'espace, c'est aussi la façon de le gérer, c'est aussi prendre en compte les questions de représentation sociale des espaces en question. Donc c'est une notion qui est beaucoup plus complexe que l'approche très matérielle qui renvoie à l'enjeu d'anthropisation, de littoralisation des espaces, mais bon. Bon, merci de nous avoir apporté quelques indications. On ne va pas rentrer dans les détails. Félicitations et merci d'avoir pris un peu de votre temps, Richard Lagagné. Merci. Du coup, je vais réviser un certain nombre d'éléments des programmes scolaires. Un dernier mot, vos vœux pour 2023, Richard Lagagné, très rapidement. Des vœux d'abord de santé, parce que je crois que c'est extrêmement important. Des vœux de sérénité, parce qu'il en faut dans nos missions respectives. Et d'ailleurs, ces vœux-là, je les ai aussi souhaités. J'ai rencontré depuis le début d'année toutes les organisations syndicales et je crois que c'est important effectivement de s'inscrire dans ce dialogue-là. Et des vœux de courage. Voilà, parce qu'il en faut dans le cadre de nos vies, à la fois personnelles et professionnelles. Et donc voilà, santé, sérénité, courage à celles et ceux qui nous écoutent, à vous-même bien évidemment. Merci encore Richard Lagagné. Merci à vous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis comme chaque mercredi soir. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité de la Moselle. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV.